bon endroit. C'est ici, chez vous, à News Sécurité, un des 5 médias d'Agora Manager Group. Soyez les bienvenus, il vous accueille, il vous attend, il vous donne rendez-vous régulièrement. C'est Georges Fenech, c'est Fenech Security Talk. Bienvenue, Georges. Heureux de vous retrouver, mon cher Jérôme, après un Salon des maires qui a été un succès, n'est-ce pas ? Oui, Salon des maires qui a été un succès. D'ailleurs, vous pouvez découvrir comme ça au fil des jours l'ensemble des interviews qui ont été réalisées, notamment avec la participation de Georges sur le média d'A-News Sécurité. Alors, Georges Fenech sur Fenech Security Talk vient jamais seul. Généralement, il convie des gens qui ont souvent des choses passionnantes pour être des passionnés, des choses à dire, des choses à raconter. Aujourd'hui, on va accueillir Jean-Michel Fauvergue. Alors le nom vous parle forcément, ancien haut fonctionnaire qui est devenu homme politique, on va en reparler, mais c'est aussi l'ancien chef du RAID. C'était de 2013 à 2017, vous aurez compris que durant cette période-là, il a été à la tête du RAID qui a été notamment lors des terribles attentats en 2015 dont on célèbre, si tant est que ce mot puisse être employé, funeste anniversaire des 10 ans. On le reçoit avec un immense bonheur parce qu'on va pouvoir évoquer avec lui et pour vous et avec Georges l'intérieur de ce qu'il a à dire aussi. Et puis vous allez voir une actualité qui, ma foi, est assez riche. Bienvenue, Jean-Michel Fauvergue. Bonjour Jérôme, bonjour Georges. Bonjour, cher Jean-Michel. On s'appelle par nos prénoms, ce Oui. Oui. Alors peut-être que, parce que c'est un peu l'objet à chaque fois de l'émission, ce qui est bien, c'est que Georges puisse compléter potentiellement. Moi, j'essaye de dépeindre assez rapidement une carrière tellement riche qu'il nous faudrait l'émission entière, mais peut-être des éléments complémentaires. J'attends d'abord les éléments principaux. Non, celui qui est avec nous a écrit un livre. Alors, on en a déjà parlé, mais on en reparle parce qu'il est important et intéressant dans Security Book notamment. Il s'appelle « Ni capitulation, ni résignation ». C'est aux éditions Fayard. Bien évidemment, il revient sur le 13 novembre 2015, quand il est à la tête de ses équipes du RAID. Un livre qui, très sincèrement, comporte à peu près 280 pages, dans lesquelles vous allez toutes et tous pouvoir trouver des éléments de réponse ou vous dire aussi des questionnements 10 ans après. Ça, c'est l'actualité, la prégnante et actuelle concernant Jean-Michel. Alors, je précise quand même que Jean-Michel Fauvergue, qui est intervenu effectivement le 13 novembre, notamment en force concurrente au Bataclan, avec la VRIP de Paris, a dirigé par contre l'intervention au mois de janvier 2015. Oui. C'est lui, c'est vous, Jean-Michel Fauvergue, qui allez neutraliser Koulibaly à l'hypercachère, n'est-ce pas? Et ensuite, vous mènerez les opérations à Saint-Denis pour neutraliser celui qui était donc l'organisateur de tous ces attentats, c'est-à-dire Abdelhamid Abaoud. Voilà. Abaoud. Vous voyez, il y en a eu tellement que... Non, mais Abdelhamid Abaoud qui a résisté à votre intervention et qui a été neutralisé. Il n'était pas seul. Oui, il n'était pas seul, on s'en souvient. Voilà, donc, mais je pense qu'on peut rappeler donc, une carrière effectivement remarquable, tout à fait unique, que ce soit en métropole ou outre-mer, vous avez beaucoup exercé. En Nouvelle-Calédonie, en Guyane, et puis aussi en Afrique, ancienne Afrique occidentale française. Vous avez occupé plusieurs postes dans les ambassades. Mais que ce soit la sécurité publique, la PJ, les offices centraux, je crois que vraiment, vous avez une des carrières sans doute la plus riche et la plus diversifiée. Mais le grand public vous connaît effectivement en tant que chef du RAID, puisque évidemment le 13 novembre reste une date, il y a eu un avant et un après, et vous étiez là. Et nous allons en parler et nous dire qu'après cette commémoration des 10 ans du Bataclan, quel bilan on peut en tirer? C'est justement, d'ailleurs, c'est justement ce pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans de ça, effectivement, nous intervenions tous autant que nous étions courageusement, nous étions soutenus aussi courageusement par la population à cette époque-là et par nos hommes politiques qui étaient sous le choc. Et l'idée, c'est de se dire, qu'en est-il de notre courage aujourd'hui? Quel bilan peut-on en tirer? Alors, si c'est un bilan opérationnel sur la lutte contre le terrorisme,
nous avons progressé. Nous avons progressé, comme d'ailleurs nos voisins européens, nous avons progressé parce que nous sommes mieux armés, avec plus de renseignements. Les services d'intervention tels que ceux que je dirigeais, mais aussi les autres, la BRI, le GIGN, ont progressé aussi. Nous avons progressé dans les enquêtes. Nous avons globalement progressé sur la crainte d'un terrorisme et il y a beaucoup d'attentats qui ont été déjoués grâce à la police et aux services répressifs. Par contre, avons-nous progressé sur le terreau du terrorisme ? C'est-à-dire tout ce qui est en train de travailler la société française et qui peut-être un jour débouchera sur des attentats terroristes. En tout cas, sur une espèce de bouillonnement qui va à l'encontre de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce que nous représentons. Avons-nous progressé sur la lutte contre les salafistes ? Avons-nous progressé sur la lutte contre les frères musulmans ? Progressons-nous contre cette radicalité islamiste qui s'installe petit à petit ? Là, la réponse, elle est tout à fait diverse et variée. Elle existe dans le livre ici présent. La réponse est pas nécessairement. On n'a pas trop progressé dans ce domaine. Précisément sur cette question de la lutte contre la radicalisation, le ferment du terrorisme, vous êtes à ce moment-là aussi parlementaire, vous êtes nouvellement élu député, sous les couleurs de En Marche à l'époque, n'est-ce pas ? Et vous allez donc participer au vote de la loi dite de séparatisme pour renforcer les valeurs de la République. Donc vous participez en tant que parlementaire à cette loi, et ensuite vous aurez l'occasion de porter, c'est vous qui porterez, la loi sur la sécurité globale qui, ici, nous intéresse beaucoup. L'ADN d'ici d'Agora News, et on parle souvent du continuum de sécurité, et on évoque très régulièrement la loi que vous avez votée avec Alice Toureau, vous étiez en partenariat l'un et l'autre, et qui aujourd'hui produit ses effets. Mais alors, sur le séparatisme, d'abord, ça a été une étape, cette loi de séparatisme, mais on a le sentiment que c'était qu'une petite pierre, enfin une première pierre, qu'on est loin des objectifs qu'on voudrait atteindre. Oui, Georges, vous avez raison dans ce domaine-là. C'est vrai que c'est une petite pierre sur un chemin caillouteux sur lequel il va falloir progresser. Mais c'est une pierre qui est essentielle et principale. Et moi, la problématique que j'ai, c'est que sur le chemin de cette lutte contre le terreau du terrorisme, on se heurte tout le temps à des tractations politiques, des argumentaires politiques qui fait que tout ça se fait. C'est ce qu'on appelait, et vous le savez, vous avez été député, ce qu'on appelait, quand on était député, la popole, la politique politicienne. On se heurte à ça, et tous les arguments, que ce soit dans la lutte, dans les mots principaux de notre société, que ce soit dans la lutte contre le terrorisme ou dans la lutte contre les stupes, qui est absolument importante aujourd'hui, eh bien tout ça est politisé. Et vous me parliez de la loi sur les séparatismes, eh bien cette loi, effectivement, ça a été un petit pas. Elle aurait pu être beaucoup plus importante, mais elle aurait pu être beaucoup plus importante si les oppositions, et en particulier la droite de l'époque, si elle avait voté pour. Or, elle s'y est opposée, elle a voté contre. À chaque fois, il y a des oppositions de ce type-là. Elle a voté contre, elle a estimé que ça n'allait pas assez loin. Oui, mais elle a voté contre. Enfin, on peut peut-être rappeler, pour ceux qui nous écoutent, quand même les éléments concrets, ces premières avancées de la loi dite de séparatisme. Donc un meilleur contrôle de ce qu'on appelle les imams détachés, c'est-à-dire que les imams sont des imams formés, nommés en France, donc pour éviter effectivement des influences étrangères. Le contrôle aussi financier, comment sont financés tous ces mosquées, tous ces lieux de culte, ils ont le droit d'exister, mais ça c'est tout à fait légitime, et savoir exactement qu'est-ce qu'il en est au niveau du financement, et puis aussi le respect d'égalité hommes-femmes, dans ce qui est par exemple l'héritage, tout cela, on a vraiment bien avancé sur ces questions-là. Le fait aussi d'éviter la radicalisation dans le milieu sportif, que Jérôme connaît très bien, avec des chartes qui sont signées avec les collectivités qui subventionnent. Vous voulez une subvention, vous signez une charte, je respecte les valeurs de la République. Tout ça, ça a été intéressant.
Mais effectivement, ça ne va pas assez loin. Alors, comment aller encore plus loin dans ce domaine? C'est extrêmement compliqué. Moi, je crois essentiellement, nous avons été parlementaires tous les deux, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, je pense que on a eu beaucoup de lois, on a voté beaucoup de lois. On a des lois qui sont importantes dans les domaines répressifs, en particulier contre l'antiterro, aussi contre les stupes, je le cite en exemple, on a plein de lois. Je pense qu'il faut déjà commencer par les appliquer. La loi sur le port du voile, la loi sur le port de la burqa, il faut les appliquer intégralement. On a un certain nombre de choses à faire. La loi sur les séparatismes, sur lesquels il y a des avancées, il faut les appliquer intégralement. Et après, au cas par cas, essayer de voir jusqu'où on peut aller plus loin avec une loi, mais des lois, on en a tellement que, à la limite, il faut bien serrer maintenant les problèmes. Et évidemment, légiférer, alors, évidemment pas avec les majorités actuelles, parce qu'on ne peut rien faire. Il n'y a pas de majorité, on ne peut rien faire. Mais quand on aura une majorité, bien serrer les problèmes et arriver à travailler sur des textes et ensuite les appliquer. Parce que le gros problème qu'on a en France, c'est ça, c'est que des textes, on en a. On lutte contre l'islam radical et les attentats terroristes depuis la fin de la guerre d'Algérie. Alors, il y a des hauts et des bas depuis la fin de la guerre d'Algérie. Et on a pris des textes pour ça. Et à l'époque, il y avait le GIA, bien sûr, etc. Bien sûr. Et donc, il faut appliquer ces textes-là, absolument. Et ça me semble être une nécessité. Alors, ce que je comprends là dans ce que vous dites, parce que ça m'intéresse ce point-là, c'est en gros, nous disposons, d'accord, d'une boîte à outils dans laquelle il y a des outils. Okay. Sauf qu'on n'arrive pas en termes de sécurité, puisque sur News Sécurité on parle de ça, on n'arrive pas soit à les utiliser au bon moment, soit est-ce que les gens qui seraient censés les utiliser ne les maîtrisent pas forcément, ne connaissent pas forcément qu'il y a toutes ces lois, qu'il y a toutes ces possibilités. Non, je ne crois pas, moi. Je crois que je pose la question à tous les deux. Oui, non, mais elle est très légitime. Elle est très légitime, cette question. C'est vrai qu'avec tous les textes qu'on a, connaître tous les textes, c'est difficile. Mais je pense qu'on a effectivement un corpus légal, législatif intéressant, qu'il faut maintenant le mettre en application. C'est-à-dire que dans la rue, appliquer la loi et toute la loi, rien que la loi et toute la loi. Mais je crois aussi que ce n'est pas uniquement dans la rue. On a aussi une problématique, alors pas tant au niveau du terrorisme, dans ce domaine-là, la justice n'a pas trop la main qui tremble, elle n'a pas la main qui tremble dans le domaine du terrorisme, mais dans les autres domaines qui touchent à l'insécurité, par exemple le domaine des stupes ou d'autres domaines, là on a une problématique d'abord de prononcé de peine et ensuite d'exécution des peines prononcées. De prononcé de peine parce que souvent, les peines ne sont pas en adéquation avec la gravité des faits, souvent. Et c'est ce dont se plaignent les citoyens, les policiers, les gendarmes, et quelquefois les magistrats aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'elles sont prononcées, les peines, eh bien, vous avez des juges qui sont là pour détricoter les peines. Le juge d'application des peines en particulier, dont on a vu récemment une espèce de décision particulière quand un juge a libéré a permis une permission de sortie à un délinquant particulièrement dangereux. Qui était dans un on peut se poser la question. Quartier de haute sécurité. Oui, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on est à des niveaux tels qu'on n'est plus en présence de la réalité de terrain. C'est ça, oui. On peut se poser cette question-là. Ou alors, est-ce que c'est autre chose et ça serait peut-être beaucoup plus grave. On sait que dans le domaine des stupes en particulier, aujourd'hui, on constate de plus en plus, c'est parce que et je n'accuse pas ce juge d'application des peines, mais d'une manière générale, on constate de plus en plus des corruptions, on constate de plus en plus des menaces. Oui. Des menaces sur. Donc, mais j'ai le sentiment que les choses sont en train de bouger. J'ai entendu notamment une proposition dans le programme à venir de M. Attal, carrément la suppression du juge d'application des peines. Moi, je n'avais même pas osé le dire de cette façon-là. C'est intéressant parce que vous, ancien magistrat, c'est intéressant. Oui, mais moi aussi, je me pose ce problème qu'évoque Jean-Michel Faubert, c'est-à-dire que ces peines qui sont détricotées, dévitalisées, et qui fait qu'elles n'inspirent plus la crainte
pour le récidiviste. Et donc là, il y aura sans doute matière à réflexion, mais surtout à propositions concrètes pour les futures campagnes présidentielles, auxquelles j'ai cru comprendre que vous seriez candidat. Je voyais arriver. La transition, j'ai cru comprendre. Je vous ai entendu, et ça nous intéresse beaucoup qu'un homme tel que vous, avec vos compétences, avec le souci de la protection des citoyens, décidez comme ça de vous engager avec courage évident. Et d'ailleurs, le courage, c'est le mot qui revient très souvent dans votre livre. Osons le courage. Osons le courage, c'est ni capitulation ni résignation, et osons le courage. C'est le sous-titre. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette candidature? Vous pouvez confirmer ou infirmer? Non, je confirme ce que dit Georges, parce qu'il l'a vu aussi sur... je l'ai dit dans un interview sur une chaîne de télé que Georges connaît bien. C'est News, bon là. Voilà, c'est News. Et devant Sonia Mabrouk, j'ai effectivement dit, voilà, ça c'est un programme politique. Le livre que vous avez sur les genoux aujourd'hui est un programme politique. Il y a 2 ans de travail derrière ce programme-là. Il n'était pas forcément destiné à ce que je m'en serve moi, il était destiné aux autres. Je le mettais sur la place publique pour enrichir un certain nombre de programmes d'autres candidats. Mais devant cette espèce de délabrement que l'on voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui m'a mis fort en colère à un certain moment, avec le chantage que font les uns et les autres, chantage au gouvernement qui en fait est un chantage à la France. Oui. Georges. Et donc, je me suis déclaré candidat à la présidence de la République, donc je confirme, je suis candidat à la présidence de la République. Alors, après, il y a tout un parcours à faire, en particulier, il faut des équipes, il faut une structure, il faut énormément d'argent, ça se compte en millions d'euros, que je n'ai pas pour l'instant, et il faut 500 signatures, etc. Donc, le parcours va être long. Mais c'est un mouvement de réaction, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Et on parlait de la suppression du juge d'application des peines. Il est dans mon programme, suppression du juge d'application. Mais je peux vous dire, vous l'avez entendu dans le programme de Gabriel Attal, mais je peux vous dire que vous serez surpris parce que vous l'entendrez dans d'autres programmes aussi, d'autres candidats. Et si mes renseignements sont exacts, et je pense qu'ils le sont, il y a plusieurs candidats qui sont pour la suppression de ce juge d'application des peines. Il y a des candidats qui se rendent compte aujourd'hui qu'on a un vrai gros problème, et j'y consacre tout un chapitre, de justice aujourd'hui. Et notre problème aujourd'hui, l'État, les moyens de l'État, c'est la justice, le bras armé de l'État, c'est la justice. C'est pas les flics ou les gendarmes. À l'extérieur, c'est l'armée, mais le bras armé de la justice à l'intérieur de notre pays, le bras armé de l'État, c'est la justice. Et il faut la restaurer. Aujourd'hui, elle est en sustentation. Il y a un vrai gros problème de justice. Vous l'aviez déjà senti, Georges, quand vous étiez, vous, magistrat, cette sorte de dérive, de décrépitude, lente, certes, mais certaine. Plus que la sentir, puisque je l'ai dénoncé à travers un engagement syndical qui était le mien et à travers aussi des publications et de nombreux débats, je dois le dire, depuis 4 décennies. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Donc aujourd'hui, ça explose aux yeux de tous, c'est-à-dire une explosion de la délinquance, une justice qui tourne à vide, des prisons qui débordent, et pour autant la récidive contre laquelle on n'arrive pas à lutter. Donc ce chantier, parce que vous avez raison de dire à quel point c'est important, c'est le dernier maillon de la chaîne, après l'intervention de la police, il y a la justice. Si le dernier maillon est défaillant, tout ce qui est fait en amont, c'est fini. Exactement. Donc ça perd son intérêt. Voilà, donc c'est tout à vous. Vous confirmez votre candidat. C'est important, parce qu'il faut le dire, CNews Sécurité, aujourd'hui, confirme la candidature de Jean-Michel Fauvergue, qui va donc structurer prochainement sa campagne. Et, qui va essayer surtout de trouver les moyens de faire campagne. C'est important. Moyens financiers. Ouais. Et d'hommes à vos côtés, etc. Mais oui, sur les équipes, c'est moyens financiers, les signatures, etc. Donc oui, il faut une structure, oui, bien sûr. Quelqu'un comme Allez-y. Moi, il me semble qu'une campagne présidentielle n'est pas faite pour un citoyen. C'est fait pour... Traditionnellement, dans la Ve République, c'est fait pour des partis, des représentants de partis. Mais on a tout chamboulé, on est la tête par-dessus cul aujourd'hui, et donc pourquoi pas un citoyen ou des citoyens qui se présentent. Vous avez quand même
un précédent Oui. prestigieux Oui. de quelqu'un qui est parti sans parti, Ouais. sans véritablement de soutien. C'est le président qui vous a fait rejoindre C'était la la politique. 8e circonscription Monsieur de Seine-et-Marne. Ouais. Monsieur Macron est parti comment? Il est sorti un peu de nulle part, même s'il était déjà ministre de l'économie. Mais c'était nouveau dans un paysage politique déjà encombré. Et pourtant, il a été élu. arrivé. Donc peut-être vous allez suivre son exemple. Mais il y avait une petite différence quand même, rappelons-nous. C'est-à-dire que quand il est parti, immédiatement, il y a eu ce qu'on appelait à l'époque la République en marche. Moi, j'étais loin de ça puisque j'étais sur le terrain à cette époque-là. La République en marche, c'était des marcheurs. C'est un terme bizarre, mais enfin, c'est comme ça. C'est des marcheurs qui marchaient partout et qui avaient sillonné toute la France. Ce qui fait que moi, Georges, quand je suis arrivé en politique presque par hasard et que je me suis présenté comme la députation, eh ben, j'ai eu autour de moi c'était en 2017. une équipe importante de ces marcheurs-là, et ça a fonctionné. Donc il n'est pas en fait, il n'est pas parti. C'est pas exactement la même chose. Il n'est pas parti de rien. Oui. Il avait toute cette équipe pour. Oui, enfin, c'est lui qui l'a créé, cette équipe. Oui, c'est lui qui l'a créé. Elle n'existait pas. Exactement. Voilà. Et alors, moi, parce que je vois le temps qui passe, et tant mieux parce que vous passez un temps, j'en suis sûr, très, très intéressant et passionnant, comme je vous avais promis en tout début d'émission. Jean-Michel Fauer, quelqu'un comme vous, avec le parcours que vous avez, qui a été rappelé, notamment signifié, souligné par Georges tout à l'heure, quand on a dirigé le RAID dans des circonstances aussi terrifiantes que ça a été le cas en 2015, vous êtes un homme avant d'être le patron du RAID. Vous êtes un homme avant d'être un député. Vous êtes un homme avant d'avoir été engagé dans la police. L'homme en lui-même, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, 10 ans plus tard, qu'est-ce qui lui reste à l'intérieur ? Est-ce que par moment, il se réveille la nuit ? Est-ce que par moment, il est comme tout à chacun, tous ceux qui ont vécu tout ça de très très près, et vous l'avez vécu de très près, il y a des moments où ça vous... Vous parlez du Bataclan, là, Ouais. essentiellement. Oui, il faut parler du Bataclan essentiellement parce que l'hypercachère, juste avant, quelques mois auparavant, on en tire une grande fierté parce qu'on a sauvé tout le monde, l'hypercachère. Et ça, c'est vraiment quelque chose que... Quand vous êtes arrivé, parce qu'il y avait déjà eu... Oui, il y avait eu 4 morts auparavant. 4 morts auparavant. On ne les oublie pas, effectivement. Ça, c'est une grande fierté. Et à moi, elle m'est importante, cette fierté, parce que ça me permet de résister, évidemment, aux démons du Bataclan, parce que on est vraiment impacté sur... tout le monde a été impacté au Bataclan, mais quand vous dirigez le raid au Bataclan, vous êtes impacté parce que vous êtes dans la fosse et le spectacle, voilà, vous le voyez, vous êtes impacté par ce spectacle-là. Il faut néanmoins poursuivre la mission, continuer l'assaut. Donc, on n'a pas le temps de s'arrêter. Mais après, les choses évidemment reviennent, les choses sont incrémentées dans le cerveau, au plus profond de votre âme et au plus profond de votre cœur. Et c'est des choses qui reviennent régulièrement. Alors, pas la nuit, au point d'empêcher de dormir, etc. Moi, je suis pas... Pour moi, c'est pas le cas. Mais les choses reviennent à diverses occasions. Et elles sont revenues, permettez-moi de vous le dire, souvent à l'Assemblée nationale, quand on est les fesses posées sur notre fauteuil à l'Assemblée nationale pendant des heures et des heures pour écouter les orateurs. Et vous vous dites, quand certains commencent à dérailler un peu et disent n'importe quoi, vous les jugez à l'aune de ce que vous avez vécu. Et là, vous avez quasiment des pensées qui sont des pensées un peu cyniques par rapport à ces gens-là. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils entendent ? Je parle des gens de mauvaise foi, hein, je parle pas de ceux qui défendent véritablement des projets. Qu'est-ce qu'ils entendent à ça ? C'est une manière de vivre qu'ils ont, c'est pas une manière de défendre la France et les Français. Or, on a tous ancré au fond de nous pour les policiers, pour les gens d'autorité, pour les magistrats, pour les parlementaires qui sont là pour servir leur pays. On a tous ancré au fond de nous les 3 couleurs de notre drapeau et la France aussi. Et ça me revient souvent. Et moi, il m'arrive de juger les gens à l'aune de ça, quoi. Et je sais que je ne devrais pas, mais c'est plus fort que moi.
En tout cas, ce qui transpire de ce que vient de dire, Oui. avec des mots très saisissants, Jean-Michel Fauvergue, c'est une conviction. C'est une démarche de conviction, c'est une démarche sincère, courageuse, et il va être très très intéressant de voir comment cette démarche individuelle au départ, qui va grossir, grandir, prospérer, peut apporter quelque chose, quoi qu'il en soit, à l'arrivée, mais dans ce moment de campagne où on va développer les idées des hommes de terrain qui ont cette expérience-là, mélangée avec de la politique en tant que législateur, ça va être très intéressant de suivre ce parcours qui ne pourra qu'apporter, que vous souhaitez, Jean-Michel Fauvergue, une très belle aventure et de réussir dans toutes vos entreprises. Merci en tout cas. Moi, je crois qu'on est arrivé au bout, malheureusement, oui, une émission qui aurait pu se prolonger. Ah, mais on aurait pu en faire beaucoup. Encore une fois, c'était un honneur, un privilège de vous recevoir, Jean-Michel Fauvergue. Merci beaucoup. Ici, dans l'émission de Fenech Security Talk, rappelant ni capitulation, ni résignation, et osons le courage, aux éditions Fayard. Je vous avais dit qu'il y aurait des mots, Je pense que vous avez, et je vous en remercie, pu parler avec l'émotion qui pouvait être la vôtre. Georges l'a dit, maintenant vous allez rentrer, vous êtes sur un chemin politique. Si vous aviez, je dirais, une dernière phrase, quelque chose, une pensée, un dicton, quelque chose à nous partager qui pourrait résumer le pourquoi vous rentrez sur ce terrain qui au départ n'est pas le vôtre. Il est tout trouvé parce que ça devait être au départ le titre phare du livre, c'est « Osons le courage », c'est le sous-titre. L'idée, c'est le courage. Moi, je pense que la France est forte. Enfin, je pense pas, je suis persuadé que la France est forte. Elle a toujours été forte dans les moments difficiles. On est dans un moment qui n'est pas facile aujourd'hui. Et je crois que le leitmotiv aujourd'hui, c'est retrouvons notre courage et saisissons les occasions aujourd'hui, faisons preuve de courage. Que l'on soit politique, politicien, ou que l'on soit citoyen aussi, parce que le citoyen doit beaucoup à sa nation. Et aujourd'hui, les comportements, y compris des citoyens et des politiques, ne sont pas à la hauteur. Osons le courage. Ça me fait penser à cette phrase, peut-être qu'elle conviendrait peut-être aussi de Churchill, qui disait prenons le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Oui, vous partagez ça? Oui, bien sûr, bien évidemment. Eh bien, vous prenez le bon endroit, c'est la News Sécurité, un des 5 médias d'Agora Manager Group. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Georges Fenech. Merci, Jérôme. Et merci, monsieur Jean-Michel Fauvergue. À Merci, très vite Jérôme. et à très bientôt sur Merci, A News Sécurité.